Bonjour à tous, bienvenue. Merci de suivre les nouvelles du fleuve Sénégal. 3e numéro ce samedi. Nous allons naviguer encore ensemble, plonger, nous arrêter sur les berges de cette ressource partagée gérée par l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Nous allons évoquer largement les problématiques liées au fleuve et notre voyage sera périlleux aujourd'hui puisque nous allons faire face aux menaces environnementales qui pèsent sur la ressource. Le fleuve est-il en péril? On s'interroge et on interroge surtout nos invités sur ce plateau. Amadou Lamine Ndiaye, bonjour. Bonjour Adja Issa. Vous êtes le directeur de l'environnement et du développement durable de l'OMVS. Nous avons également sur ce plateau Racine Kane, bonjour. Bonjour Sokhna Issa. Vous êtes ancien chef de mission de l'UICN. Le fleuve est-il en péril face à la dégradation de la qualité des eaux, la dégradation des sols, la réduction des zones humides, la modification de la biodiversité? Nous parlons également de l'invasion des végétaux envahissant, le TIFA, la pollution par les pesticides, les engrais, mais également le mercure, le cyanure dans la Falémé à cause de l'orpaillage. La Falémé agonise justement, cet important cours d'eau subit une forte pression à cause de l'exploitation de l'or, des impacts négatifs sur la santé, l'agriculture, la pêche. Les habitants de Kidira, d'Iboli au Mali ont même manifesté. L'OMVS a fait le constat. On en parle avec notre correspondant sur place, Boubacar Tamba. Les apports en eau de la Falémé pour le fleuve Sénégal tournent autour de 25% et pourtant ce cours d'eau subit depuis de longues années une très forte pression inhérente à l'exploitation artisanale comme semi-mécanisée de l'or. Je vous propose d'écouter le cri de cœur d'Opa Guiro. Il est un fonctionnaire des Nations Unies à la retraite, résident à Kidira. Parce qu'avant, il y avait un orpaillage traditionnel qui ne créait pas de problème. Il n'y avait pas de produits chimiques, il n'y avait pas de drague, que c'est ça. Bon, maintenant, c'est des produits chimiques, des dragues. C'est l'exploitation semi-mécanisée. Exactement. Et ça a détruit tout le fleuve. Ça a détruit non seulement le lit du fleuve, les berges, mais ensuite ça a pollué l'eau. Des quantités astronomiques de boue et de produits chimiques sont quotidiennement déversés dans la Falémé, à Sakolabada et à Didjan Barrage du côté du Mali, où s'était rendu le haut-commissaire de l'OMVS et ses équipes. Des cracheurs et dragues tournés et les dégâts qu'ils engendrent sont énormes, avait déploré Amadou Lamine Ndiaye. Il est le directeur de l'environnement de l'OMVS. Ce sont des machines puissantes qui utilisent du carburant qui est reversé dans le fleuve, qui pompent l'eau, le sable, qui remettent ce sable dans des îlots, qui construisent des îlots qui gênent l'écoulement du fleuve. De Kidira dans la région de Tambacounda à Doïba dans celle de Kédougou, en passant par Diabougou, Kolia et Wansangran, les impacts négatifs de l'orpaillage et de l'exploitation semi-mécanisée de l'or sont inestimables. Le haut-commissaire de l'OMVS a personnellement posé un œil sur tout cela, Ahmed Diamé-Semega. Gourbassi est une urgence extrême. Urgence extrême pourquoi? Parce que le fleuve Sénégal est un fleuve sahélien. Donc c'est un fleuve qui subit les variations climatiques de plein fouet. Et les apports de la Falémé, qui constituent 25%, comme je l'ai dit tout à l'heure, doivent permettre, lorsque ce bras du fleuve est bien maîtrisé, d'augmenter le plan d'eau au niveau du cours principal. Les populations de Kidira et environ inviteront les pouvoirs publics centraux à trouver une alternative durable à ce phénomène qui risque même de créer des tensions entre les communautés d'orpailleurs et les autochtones. Il y a eu des promesses, il y a eu souvent des actions sporadiques, mais il n'y a pas une continuité. Il faut qu'elles pensent à la sécurité et à la vie des populations qu'elles gèrent, qu'elles sont censées protéger. Il faut qu'elles pensent à la sécurité transfrontalière. Parce que s'ils ne prennent pas les dispositions, les populations risquent de se faire justice elles-mêmes et un conflit, on ne le souhaite pas. Parce qu'on sait quand il commence, on ne sait pas quand c'est fini. Et les mesures d'interdiction liées à la crise sanitaire, le phénomène a baissé d'intensité, mais demeure par endroits. Boubacar Tamba Kédougou, Sud-Afrique. Merci beaucoup Boubacar Tamba. Amadou Lamine Ndiaye, vous êtes le directeur de l'environnement et du développement durable de l'OMVS. On l'a entendu dans le reportage de Boubacar Tamba. Vous étiez sur place. Quelle est l'ampleur du désastre sur le fleuve si l'on s'arrête à l'orpaillage dans la Falémé? Merci Adja Issa. Permettez-moi d'abord de remercier Sud FM, de saluer vos auditeurs, mais aussi de m'incliner devant la mémoire de nos compatriotes qui ont perdu la vie il y a 18 ans dans le naufrage du Diola et de prier pour que le paradis soit leur demeure éternelle. Le problème de l'orpaillage, vous avez vu, c'est déjà un problème qui a plusieurs facettes. L'orpaillage a existé dans la zone depuis très longtemps, bien avant nos aménagements. C'est à la limite une activité liée à la culture de la zone, parce que l'or y était depuis, certains estiment même que pendant la période précoloniale,
avec Kankamoussa, cette zone a été toujours une zone qui fournissait l'or dans la sous-région. Mais ces dernières années, avec l'explosion démographique, les difficultés économiques vécues non seulement dans l'espace OMVS, mais dans les autres pays où leur péage a explosé, il y a eu un afflux de population venant hors de l'espace OMVS. Vous allez dans la zone de la Falémé, vous trouvez beaucoup de nationalités africaines, beaucoup de Burkinabés, et les pratiques actuelles sont différentes de celles qu'on avait. Ces pratiques traditionnelles étaient cohérentes avec la nature, cohérentes avec le milieu. Aujourd'hui, nous avons des pratiques qui détruisent l'environnement, qui posent un problème même de vie, parce que les populations n'ont plus accès à une eau de qualité. Alors que l'eau, elle est source de vie, mais aussi elle est dangereuse si la qualité n'est pas bonne. Et au niveau de la Falémé, nous avons aujourd'hui ce problème de la qualité de l'eau lié à l'usage de produits dangereux par les orpailleurs, mais également les difficultés pour les populations qui étaient là d'avoir du poisson. La mer, à la Falémé, on n'a pas la mer. C'est la pêche, les eaux du fleuve qui a toujours été l'activité des populations. Ces espèces ont disparu avec les problèmes liés à l'orpaillage. Et la population, les effectifs sont importants. On a aujourd'hui, dans les derniers chiffres que nous avons, près de 400 000 personnes. Du côté Sénégal, du côté Mali. Et si l'on ajoute le nombre d'orpailleurs qu'on oublie souvent, qui est important en Guinée. Donc le fleuve, il est attaqué de tous côtés par les orpailleurs qui cherchent l'argent dans ce contexte difficile. D'accord. Racine Kane, ancien chef de mission de l'UICN, vous êtes environnementaliste. Est-ce qu'on doit s'inquiéter au-delà de la Falémé? Je vous remercie. Permettez-moi, à l'instar de mon ami et frère Lamine Ndiaye, de saluer d'abord les auditeurs, de présenter également mes condoléances une nouvelle fois à la nation sénégalaise pour à l'occasion du 18e anniversaire du naufrage du Joola, qu'Allah et leur âme au paradis. Je voudrais, puisque c'est l'occasion aussi qui m'est donnée aujourd'hui de venir à Sud, penser et avoir une pensée pieuse et fraternelle à l'égard de mon ami, mon grand frère Babacar Touré, dont j'ai apprécié, j'ai connu l'action multiforme, particulièrement ici, et qui a permis aujourd'hui d'amener ce Sud au niveau où il est actuellement. Babacar était une personne à laquelle j'ai été particulièrement lié et attaché, et je voudrais véritablement présenter encore une fois mes condoléances au groupe Sud. Je fais partie d'ailleurs de ceux qui, les premiers, ont initié des émissions environnementales. Je travaillais à l'époque au centre de suivi écologique. On est peut-être dans les années 96-97, et je me souviens des émissions matinales que je faisais avec Abdoulaye Sakoufaye, que je salue au passage également. Et bien sûr, je ne peux pas ne pas également parler de mon ami et frère Abdoulatif Coulibaly, le ministre Coulibaly, qui est un compagnon de longue date. Voilà, je ne pouvais pas commencer à parler sans évoquer ces souvenirs très importants. Évidemment, Lamine l'a si bien dit, ces problèmes environnementaux dans le bassin du fleuve Sénégal sont extrêmement importants et sérieux au point qu'ils menacent la survie des populations elles-mêmes dans plusieurs secteurs de vie. Parce que n'oublions pas que ces populations vivent des ressources naturelles qui sont dans ce bassin du fleuve Sénégal. N'oublions pas que ce sont des sociétés qui sont bâties sur le rapport qu'elles ont avec le fleuve Sénégal depuis des millénaires, des milliers d'années. Elles se sont établies là, elles ont tissé des modes de vie et d'existence qui sont liés à l'accès justement à la ressource eau. D'abord, qui tout le monde le sait, est une ressource vitale. Ce qui fait que toute menace qui pèse sur cette ressource les affecte bien sûr de façon directe. Et c'est ce qui explique également les réactions qu'elles peuvent avoir ici et là, qui sont souvent des réactions qui peuvent paraître disproportionnées, mais qui s'expliquent et qui se comprennent, si tant est qu'elles voient pointer des ressources qui sont des menaces, j'allais dire, qui sont même existentielles par rapport à leur survie.
C'est pour cette raison que je pense qu'il faudrait prendre la question au sérieux. Et en tout cas, dans ce que nous avons fait à l'UICN, j'aurai l'occasion de revenir. La démarche qui a été constamment agitée, c'était de faire en sorte que cette prise de conscience soit faite, d'une part, et d'autre part, qu'elle ne soit pas seulement limitée, que l'action ne soit pas limitée seulement au niveau des décideurs étatiques, mais qu'elle englobe de manière générale les populations, les communautés, parce qu'on écoute d'abord leurs récriminations et qu'on essaie de les régler. Je reviendrai sur des cas, si vous le voulez bien. D'accord. Outre l'orpaillage, il y a les pratiques agricoles, engrais, pesticides. Cela a des impacts sur les sols, des sols qui sont appauvris, la salinisation. Les problèmes sont nombreux dans la zone. Monsieur Ndiaye. Oui, pour l'usage des pesticides, là on change de zone géographique. Oui. L'orpaillage, c'est un peu le haut bassin, donc dans la partie guinéenne. Si vous remontez un peu plus au nord, jusqu'au niveau de la Falémé, donc vers la zone de Bakel, Kidira, Kédougou, vous avez l'orpaillage. Par contre, la question que vous venez de soulever, elle est surtout présente dans la moyenne vallée et les deltas. Cette zone, elle a été aménagée, il ne faut pas l'oublier aussi, à la suite du barrage des Diamants, que l'OMVS, qui fait partie des premiers ouvrages structurants de l'OMVS, donc ce barrage mis en 1987, a permis de bloquer l'avancée de la langue salée qui faisait 200 km à l'intérieur du cours d'eau en saison sèche. Et avec le barrage des Diamants, nous avons eu un potentiel irrigable qui tourne autour de 409 000 hectares. Ce potentiel, il est là, mais la moitié est aménagée. Tout ce qui est aménagé n'est pas exploité. Donc, il y a un problème lié à cette dynamique entre le développement et les conséquences environnementales du développement. Absolument. Il faut aménager, il faut faire de l'agriculture, il faut que la sécurité alimentaire, nos pays en ont besoin. Mais ces pratiques aussi agricoles, intensives, vont de pair avec des dégâts parfois sur l'environnement. L'usage des pesticides, c'est un problème dans la vallée, dans la moyenne vallée, dans le delta. Mais les agriculteurs, de plus en plus, sont sensibilisés, sont organisés pour faire utiliser le moins de produits polluants pour leurs activités agricoles. Mais il faut le reconnaître, plus on développe des pratiques intensives, plus on va aussi vers des impacts sur l'environnement. Par contre, notre choix, c'est que aussi ce potentiel qui est là, dans un pays ou dans un espace géographique où se posent encore des problèmes de sécurité alimentaire, dans un espace géographique où les populations rurales ont un équilibre économique assez fragile, il est important que ce potentiel soit exploité. Donc, notre plus grand souhait, c'est que ces 409 000 hectares disponibles soient exploités intégralement. Il y aura d'autres conséquences au-delà même des produits utilisés, parce que l'agriculture utilise en moins de 70% des ressources en eau. C'est le secteur qui consomme le plus. Donc, quand on va exploiter tout le potentiel, ça va arriver avec le temps où on fera face à d'autres questions aussi complexes. C'est la gestion des usages, des conflits d'usage, comme on le dit dans le jargon. Chacun voudra de l'eau maintenant et pour ses pratiques. Et pour faire le travail, il faudra un arbitrage assez serré. Et nous y sommes déjà, nous anticipons. Heureusement que l'OMVS est là. Donc, Voilà. Il y a des aménagements, des ouvrages. Dans quelle mesure ces aménagements ont modifié les conditions environnementales de la vallée du fleuve Sénégal? Tous les aménagements ont des impacts sur l'environnement. Si l'on prend d'abord le cas de Manantali, le lac de retenue qui permet aujourd'hui d'avoir 11 milliards de mètres cubes pour qu'on ait la capacité de turbiner et avoir assez d'électricité pour les 3 services de nos États, EDM au Mali, Sénélec au Sénégal et Somelec en Mauritanie. Le lac a été, pour avoir le lac, il a fallu déboiser plusieurs hectares de forêt. Mais le lac aujourd'hui a un autre impact positif sur l'environnement. C'est une zone humide importante qui permet de faire la pêche et aussi d'avoir une certaine vie tout autour. Le barrage des Diamants, par contre, en changeant les conditions de l'estuaire, en limitant l'avancée de la langue salée, a eu comme conséquence directe une forte modification de la zone. Avec l'apparition
plantes aquatiques qui étaient là. Le Tifa y était, il faut reconnaître. D'autres plantes aquatiques aussi y étaient. C'était leur zone naturelle, mais l'avancée de la langue salée était amener un équilibre. Donc le Tifa ne pouvait pas proliférer parce qu'en saison sèche, il y avait le sel et la plante, d'après beaucoup de recherches, ne supportant pas le sel, ne pouvait être à ce niveau actuel. D'autres plantes aquatiques qui étaient là, comme les Phragmites également, ne pouvaient pas proliférer. Maintenant, il n'y a plus de langue salée. On est arrivé à une situation de prolifération qui a surpris aussi les populations riveraines. Il y a aussi des maladies liées à l'eau qui n'étaient pas là, qui se sont développées. Donc tout aménagement pour le développement a un impact sur l'environnement. Mais l'objectif, c'est qu'en faisant l'aménagement, qu'on fasse des études préalables, qu'on puisse essayer, après cet aménagement, de faire des actions pour gérer cette pratique environnementale, pour la mitigation. D'accord. Racine Kane, environnementaliste, on imagine que toutes ces questions vous interpellent, des aménagements pour permettre donc d'utiliser cette ressource partagée, des aspects positifs, mais il y a également toutes ces questions liées à la biodiversité, prolifération du Tifa, entre autres. Quelle lecture est-ce que vous avez de cette situation au niveau de la vallée? Bien entendu, la biodiversité est affectée. Vous savez que cette vallée, elle est essentiellement porteuse un peu de plusieurs écosystèmes qui sont des écosystèmes de zones humides en particulier. Vous avez plusieurs bas-fonds qui sont soit de façon périodique, soit de façon pérenne inondés par l'eau. Et qui donc supporte une certaine biodiversité qui est importante pour la vie des populations, mais également pour la biodiversité animale, aviaire. Des zones humides existent dans cette partie du Sénégal qui sont également entretenues, n'est-ce pas, par la dynamique du fleuve. Et je peux citer également des aménagements, enfin, des aires protégées qui ont été mises en place, n'est-ce pas, pour pouvoir justement conserver ces zones humides. Il y en a beaucoup le long de la vallée. Sur la partie sénégalaise en particulier qui nous intéresse, on peut parler des réserves de biosphère, n'est-ce pas, du Djoudj, du côté du Sénégal. On peut parler du Ndiaël, qui sont des zones humides d'importance internationale qui accueillent les oiseaux d'eau et qui sont donc souvent, pour cette raison, des zones importantes à protéger. L'action de l'UICN a été en relation justement avec l'OMVS de travailler à sanctuariser ces zones, à leur donner dans la mesure du possible un statut spécial et à faire en sorte qu'elles puissent être des sanctuaires de la biodiversité. C'est ainsi que, par exemple, nous avons travaillé à transformer dans le Bas-Delta un réseau d'aires protégées en une réserve de biosphère transfrontière entre le Sénégal et la Mauritanie, avec des noyaux centraux qui sont les parcs nationaux du Djoudj du côté du Sénégal, le parc national du Djaouling du côté de la Mauritanie, et de sensibiliser les États à une bonne protection de ces parcs-là. Dans une certaine mesure, il faut le dire, le fait que les barrages aient été construits a permis, en permettant de réguler, n'est-ce pas, l'eau, cela a permis également de pouvoir garantir l'arrivée d'eau dans ces parcs-là de façon permanente et de façon peut-être également contrôlée d'une certaine manière, ce qui est une bonne chose. Par contre, et comme il l'a dit Lamine également, on n'a pas échappé à ce phénomène de prolifération des plantes envahissantes qui sont allées jusqu'à parfois constituer des gènes tels que certaines de ces zones humides qui sont d'importance internationale ont été classées comme en danger. Et notre rôle, encore une fois, avec l'OMVS et d'autres partenaires, ça a été de travailler à faire en sorte que les conditions, n'est-ce pas, qui faisaient que ces zones étaient classées en danger puissent être progressivement maîtrisées, voire éradiquées. Et c'est ainsi que nous avons, par exemple, réussi, il y a 2 ans, à sortir
la réserve spéciale d'avifaune du Ndiaël, qui était classée pendant plus d'une vingtaine d'années parmi les sites en danger dans le monde, allait sortir du registre de Montreux où il avait été classé comme site en danger en relation avec ses partenaires. Ça veut dire donc qu'il ne faut pas observer de façon passive, n'est-ce pas, cette dégradation du milieu. Il y a bien des possibilités d'intervention qui permettent parfois d'inverser cette dynamique-là, pourvu, encore une fois, de travailler en partenariat, pourvu surtout d'établir la base de connaissances scientifiques qui permettent de poser des actions qui vont dans le sens d'une revitalisation et d'une restauration durable. Et l'OMVS, on le sait déjà sur le terrain, des actions sont planifiées, envisagées. Mais avant de parler de des actions menées par l'OMVS, il y a une question qui préoccupe, c'est la dégradation de la qualité des eaux à travers les sources de pollution. Est-ce qu'on doit s'inquiéter, entre autres, par exemple, pour le lac de Guiers? Pour le lac de Guiers et pour les autres zones du bassin, parce que nous travaillons dans 4 pays, nous avons pris en compte cette question liée à la qualité des eaux. Déjà en 2012, nous avions, avec l'appui de l'Agence française de développement, fait un diagnostic du niveau de pollution du fleuve. Nous avions retenu un réseau optimum pour les 4 pays, donc la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Et pour la partie sénégalaise, et comme vous posez la question du lac de Guiers, nous avons Lola qui intervient, mais en plus, nous avons aujourd'hui un programme qui est financé par l'Union européenne et la coopération italienne qui s'appelle le projet UEFE. Donc, l'abréviation, c'est le Nexus, le lien eau, énergie, agriculture, environnement, à hauteur de 6 millions d'euros. Ce programme a un volet qui est axé sur la qualité de l'eau, avec un réseau de mesures et une campagne de mesures qui doit se faire à partir du mois d'octobre d'ailleurs, parce que nous travaillons dans ce programme avec l'État du Sénégal, en particulier avec la direction de gestion et de planification de ressources en eau pour la partie supervision, avec le laboratoire Pasteur et le laboratoire Locustoc, qui vont être sur le terrain pour faire un suivi de la qualité de l'eau dans cette partie du Sénégal. Le même travail, nous le ferons ailleurs également, parce qu'au Mali, nous avons les mêmes idées avec les mêmes objectifs avec la DNH. Et c'est un réseau qui se met en place de plus en plus en complément de ce que font les États. Parce que n'oublions pas que les États suivent la qualité de l'eau sur des points précis. Par exemple, la SDE, la CNO maintenant, CNO, et la SONES suivent la qualité des eaux dans les zones de prélèvement pour leurs clients. Par contre, l'OMVS doit avoir un œil global sur le bassin pour voir, parce que l'eau n'a pas de frontières, il y a des interactions. Et c'est pourquoi nous pensons global, mais dans la partie qui est la plus importante, en tout cas qui subit le plus de menaces liées à ce volet, d'autant plus que Dakar est alimenté, n'oublions pas, à 60% à partir du fleuve, Nouakchott à 100%. Dans ces zones, nous faisons un zoom. Et ce zoom, c'est d'abord avec ce projet VFE, mais également un peu avant avec un programme que nous avons avec la Compagnie nationale du Rhône, qui travaille sur le fleuve Rhône, qui est concessionnaire en France, avec qui nous avions un partenariat depuis quelques années pour travailler davantage sur ce thème de la qualité des eaux, en plus de ce que l'OMVS fait dans ses missions régaliennes. Donc c'est une question qui nous intéresse parce que l'eau polluée est un danger pour les populations. Donc nous avons une attention particulière sur cette question. D'accord, vous l'avez évoqué, les ouvrages ont entraîné des effets néfastes, mais on imagine, on le sait, l'OMVS mène des actions donc d'atténuation, de prévention. Comment est-ce que tout cela est organisé? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce qu'il y a une cellule en dehors de votre structure chargée de gérer toutes ces menaces liées à l'environnement au niveau de l'OMVS? Bon, au niveau de l'OMVS, le volet environnement, il était géré de façon ponctuelle jusqu'en 2001. C'est en 2001 que l'OMVS a créé un service qui s'appelait Observatoire de l'environnement de l'OMVS. D'ailleurs, moi, j'ai intégré l'OMVS en 2002 après la création de ce service. Et en 2010, avec l'envergure de la prise en compte de la question environnementale, l'OMVS a créé une direction de l'environnement qui travaille à l'échelle du bassin. Mais n'oublions pas que l'OMVS fait des ouvrages. Et pour faire un barrage, il faut faire une étude d'impact environnemental et social. Il faut faire un plan d'action et de réinstallation. Si au besoin, il faut un plan de gestion environnementale et sociale. Ça fait partie aussi des thèmes importants qui constituent
le paquet de nos activités. Parce que nous n'oublions pas que l'ouvrage, il y a la partie amont, la partie travaux et la partie exploitation. Et nous intervenons depuis l'amont avec les études d'impact environnemental et social. À l'amont également pour déplacer, réinstaller les populations dans des conditions idoines qui répondent au respect de leur dignité et de leurs droits sociaux. Et après, en phase d'exploitation, nous travaillons également sur ce volet environnement. Et pour planifier tout cela, l'OMVS s'est doté depuis 2011 d'un schéma directeur d'aménagement et de gestion qui sera réactualisé à partir de cette année, mais il y a une nouveauté dans la planification, parce que toutes ces actions, si on n'a pas un schéma directeur, un outil de planification, on risque de faire du pilotage à vue. Nous avons donc un schéma directeur qui est là depuis 2011. Nous avons ensuite, depuis 2006, réalisé l'analyse diagnostique transfrontalière, suivi d'un plan d'action stratégique que nous avons actualisé avec le projet de gestion intégrée des ressources en eau. Donc nous avons des outils de planification qui sont actuels. Par exemple, l'ADT et le PAS réalisés en 2006 ont été actualisés en 2016, qui donnent une idée des menaces, une idée des actions pour gérer ces menaces. Et nous avons un schéma directeur qui prend en compte tous ces volets, le volet environnement, le volet social, le volet économique, et le volet gestion de ressources en eau, et le volet également prospective. Et cette année, en actualisant le schéma directeur d'aménagement et de gestion, nous avons intégré un volet important, c'est la dimension changement climatique, qui n'était pas dans le premier schéma directeur, qui n'était pas également dans le premier plan d'action stratégique environnemental. Donc nous travaillons dans la conception, dans la planification et dans l'anticipation. Plusieurs actions sont menées pour atténuer, prévenir. Vous êtes environnementaliste, Racine Kane, vous mettriez la priorité où aujourd'hui? Dans ce que vient de dire mon frère Lamine, il faut distinguer plusieurs choses. La nécessité qu'il y a, encore une fois, à chaque fois, de protéger ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire la qualité, l'accès de la ressource eau. Comment faire en sorte que, à tout moment, les États et les populations, à travers ces États-là, les usagers, de façon globale, puissent toujours pouvoir accéder à une eau de qualité qui leur permette d'assurer leur survie. Lamine ne l'a peut-être pas mentionné, mais l'OMVS a mis en place également une charte de l'eau, justement, dans ce sens-là, pour faire en sorte que les divers usagers sachent, j'allais dire, de façon conviviale et entendue, concertée, se partager cette ressource vitale et essentielle. Et cette charte de l'eau est une première qui a été mise en place sur l'ensemble de la vallée. Comment on va utiliser, selon les usages et les besoins des uns et les autres, cette ressource, cette liquide précieux. Et je m'honore de dire que l'UICN a accompagné ce travail d'élaboration de la charte de l'eau, d'une part, mais également de diffusion de cette charte. C'est quelque chose de l'élaborer, mais c'est quelque chose aussi de la partager, de faire qu'elle soit appropriée par les populations. Ainsi donc, nous avons travaillé dans ce sens à mettre en place cette charte et puis à la vulgariser. Aujourd'hui, l'effort qui va être fait sous peu, avec Lamine est en train de travailler avec ses équipes, c'est de faire en sorte que cette charte de l'eau soit non seulement revue, mais qu'elle puisse être également partagée de nouveau avec les populations. D'accord, donc cette émission, c'est également un cadre d'échange. Nous allons permettre aux auditeurs de participer à ce débat. Nous avons donc un auditeur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Mamadou Diallo, je suis juriste environnementaliste et je suis également un ami de la nature, un ancien maire de la commune de Kidira. D'accord. Donc vous avez une préoccupation particulière, on imagine? Oui, j'ai une préoccupation particulière parce que je fais également partie du comité de veille et d'alerte de la Falémé. Comme vous le savez, le bassin du fleuve Sénégal est un tout. C'est le fleuve Sénégal avec ses affluents, dont le plus important est constitué par la Falémé. Or, aujourd'hui, la Falémé est très menacée. Et vous avez évoqué tantôt le problème de pollution. La pollution, elle est
d'origine humaine, puisque ce que nous constatons au niveau de la Falémé, c'est surtout l'orpaillage clandestin qui constitue une bombe écologique à fragmentation, une menace réelle pour les 3 pays que sont le Mali, le Sénégal et la Guinée. L'OMVS sait pertinemment ce qui se passe au niveau de la Falémé, avec beaucoup de dégâts, mais également nous constatons que l'OMVS ne s'appuie pas surtout sur les populations, et conformément à la charte de l'eau, pour mener des actions d'envergure de protection de la Falémé. Parce que tout ce qui se passe à la Falémé en amont va se déverser sur le bassin du fleuve Sénégal. Et la pollution est un tout, ne connaît pas de frontières. Et si la Falémé est dégradée, il va de soi avec l'écoulement des eaux au niveau du fleuve Sénégal, on connaîtra également une forte pollution. Et le danger, c'est que ce sont des produits toxiques qui sont utilisés par les orpailleurs pour exploiter les gisements d'or qui sont au niveau de la Falémé. Et la Falémé est très polluée, le lit du fleuve est complètement dégradé avec des excavations. Donc il urge en tout cas que les autorités de l'AMVS interviennent. Nous, du comité de veille et d'alerte, nous essayons de les rencontrer en vain. On ne sait même pas à quelle porte il faut frapper. Nous avons rencontré les autorités gouvernementales, notamment l'administration territoriale, le gouverneur de Tambacounda, le gouverneur de Kédougou, les autorités maliennes. Nous avons organisé une marche qui a été bien couverte par les médias, mais nous n'avons pas une résonance du côté du Haut Commissariat à l'OMVS. Et on aimerait les rencontrer, on aimerait voir dans quelle mesure nous pourrons travailler ensemble en parfaite synergie pour faire en sorte que la Falémé retrouve son lustre d'antan et que les populations puissent avoir accès à l'eau potable, puissent avoir accès aux ressources halieutiques, mais également pour que l'agriculture, l'élevage, la pêche, toute cette économie locale qui est aujourd'hui en déclin, qui a été fragilisée, pour que ces filières des secteurs productifs puissent permettre à la population de vivre décemment. D'accord. Voilà. On a compris vos préoccupations, Monsieur Diallo. Vous n'avez pas encore pu rencontrer les membres de l'OMVS, mais ils vous ont entendu aujourd'hui, puisque Amadou Lamine Ndiaye, directeur de l'environnement et du développement durable, est sur place. Vous avez entendu l'appel de Monsieur Diallo, très inquiet par rapport à la situation dans la Falémé, très inquiet de ne pas pouvoir atteindre donc les responsables de l'OMVS. Merci Yaïssa. J'ai bien compris l'inquiétude de M. Diallo. Je rappelle aussi que pour cette marche dont il parle, l'OMVS avait une présence discrète. Nous étions représentés par l'association des journalistes qui s'appelle Sauvons la Falémé, dirigée par votre collègue Boubacar Tamba. Donc nous y étions. Même si nous n'étions pas invités, nous avons tenu à participer. Nous avions donc une présence très discrète. Et nous suivons leurs activités. Bon, parce que nous partageons les mêmes préoccupations. Et les autorités aussi de l'espace OMVS sont sensibilisées. Je rappelle qu'à la dernière conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS tenue à Bamako, le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui était à l'époque le président Macky Sall, après c'est à l'occasion d'ailleurs qu'il avait passé la main à son homologue du Mali, a insisté dans son discours sur la nécessité de prendre en compte cette question de l'orpaillage. C'est un élément fort qui est revenu dans son discours. Et le haut-commissaire a fait une mission de terrain qui a abouti, après concertation avec les journalistes, à la mise en place de cette association, Sauvons la Falémé, qui est notre partenaire, qui devait même mener beaucoup d'activités cette année, mais qu'on n'a pas pu mener à cause des restrictions de déplacement, des restrictions de regroupement. Il veut rencontrer les autorités de l'OMVS. Oui, la porte est ouverte. Je ne me rappelle pas avoir reçu un courrier venant de leur association, parce qu'à chaque fois que nous recevons des courriers venant d'associations ou de groupes ou d'ONG qui interviennent dans le secteur de l'environnement, ces courriers me reviennent et je ne me rappelle pas avoir reçu. J'ai appris qu'il y avait une marche qui s'organisait.
par cette association. Nous avons un démembrement très actif qui est dans le secteur de la presse. Nous avons appuyé le démembrement pour être là. Nous avons donc eu toutes les informations liées à la marche, les vidéos. Mais comme nous n'étions pas invités, on ne pouvait pas avoir une présence autre que discrète. Et je rappelle aussi que nous avons comme partenaire important dans le bassin des élus. Nous avons le réseau des maires du bassin du fleuve Sénégal, dirigé par l'honorable député Sall, qui est député maire de Bakel. Donc lui, c'est déjà une bonne porte d'entrée pour travailler avec l'OMVS. Et aussi, s'il peut appeler encore l'OMV, je pense que Moran Namir Racine pourra peut-être... Est-ce que cela ne constitue pas un problème depuis le début de l'émission? Sur le terrain, les populations se plaignent beaucoup de ne pas être impliquées par les actions de l'OMVS. Est-ce que vous ne devriez pas, au-delà des structures, des associations formelles, voir comment contacter directement les populations pour qu'elles puissent se sentir davantage impliquées et s'approprier vos projets? Parce qu'on a l'impression que cette remarque, elle revient un peu trop souvent. L'OMVS travaille avec les structures formelles, mais elle laisse de côté les populations. Si c'est l'impression que cela dégage, c'est un peu aussi son appel. Oui. Est-ce que vous ne devriez pas, au-delà des structures que vous appuyez, que vous accompagnez, essayer d'entrer en contact directement avec les populations pour essayer d'enlever cette barrière? Nous faisons les deux. Nous faisons les deux parce que nous avons des structures formelles avec lesquelles nous travaillons, comme le réseau des maires, comme l'association des journalistes au la Falémé, comme d'autres, comme le comité de bassin qui regroupe des maires, la société civile, la communauté scientifique, les élus et l'administration, qui est une structure qui a à la fois le formel et l'informel. Mais nous faisons aussi des descentes sur le terrain. La mission que nous avions effectuée dans la Falémé et qui a permis d'avoir ce reportage, c'était une descente directe pour rencontrer les populations, avoir une voix autre que celle que nous recevons. Mais c'est toujours dans des structures formelles. Nous prenons un auditeur en ligne pour nous permettre de continuer. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct. Voilà, bonjour, c'est Boubacar Tamba. Oui. Et je voudrais juste apporter une modeste contribution par rapport justement à ce phénomène de pollution, surtout des cours d'eau que sont la Falémé, et qui s'étend aussi à d'autres cours d'eau qui sont en Guinée, le Bafing et le Bakoui. Tout à l'heure, M. Lamindel l'a dit, une association de journalistes est portée sur les fonds baptismaux qui s'appelle Sauvons la Falémé, qui regroupe des journalistes officiant dans les régions de Kédougou, Tambacounda et puis du côté du Mali au niveau de Caille, et qui va s'étendre à la région de Boké dans la République de Guinée. Il faut dire que le phénomène a pris une ampleur telle que il va falloir qu'il y ait une action concertée, en tout cas des trois États que sont le Mali, le Sénégal et la Guinée-Bissau, pour que le phénomène qu'on a constaté au niveau de cette Falémé puisse connaître une issue heureuse. Le phénomène s'accentuant, donc il est devenu très grave, donc à cause de ces activités d'orpaillage dont on a parlé, et de l'exploitation semi-mécanisée. Donc l'OMVS a fait un peu des efforts dans ce sens. Ils ont mobilisé des gens, donc il y a maintenant qu'il reste à faire d'autres efforts allant dans le sens surtout de la vulgarisation de cette charte des eaux. Il faut que tous les peuples riverains justement de ces cours d'eau puissent être vraiment imprégnés des tenants et aboutissants de cette charte des eaux, de sorte que chacun puisse savoir à quoi s'en tenir. Et que les autorités, les forces de défense et de sécurité soient aussi suffisamment sensibilisées par rapport à ces questions. Après le passage du haut-commissaire dans la région de Kédougou et du côté du Mali, il y a eu des interventions musclées des forces de défense et de sécurité qui ont abouti à l'arrestation de plusieurs personnes, à la saisie de beaucoup de matériel lié à l'orpaillage, mais c'est des actions sporadiques. Il faut que ça soit continu, qu'il y ait un dispositif de veille des différents côtés, donc pour que cette activité-là puisse être normée, réglementée. Non seulement qu'on puisse arrêter l'exploitation au niveau de la forêt, mais ensuite qu'il y ait des dispositions qui soient prises pour que ce cours d'eau très important soit réhabilité, donc parce qu'on l'a dit, ces apports en eau pour le fleuve Sénégal sont de l'ordre de 20%. Donc il y a un danger permanent qui est là. Il faut que chacun y mette du sien. Les autorités de l'OMVS qui font ce qu'elles peuvent, les populations surtout elles, parce qu'il y a des complicités, ça c'est très clair au niveau des populations riveraines. Donc il faut régler ces questions-là, que tout le monde sache que nous avons plus intérêt à ce que ce cours d'eau soit protégé, soit préservé pour que leurs activités aussi traditionnelles d'agriculture et de maraîchage, de pêche puissent perdurer. Voilà ce que je voudrais apporter comme contribution. Merci beaucoup. Merci beaucoup Boubacar Tamba qui est donc très préoccupé par cette question. Racine Kane, environnementaliste, est-ce que les populations ont réellement conscience du danger qui les guette? Mais elles vivent ces dangers tous les jours. Elles vivent ces dangers dans leur chair, j'allais dire.
parce que il y a des menaces. Diallo, le maire que je salue au passage, l'honorable Diallo, a bien dit combien cela menaçait même la survie de ces populations-là. La question maintenant, c'est de savoir comment mener une action en synergie avec ces populations pour faire en sorte que ce ne soit pas seulement de l'ordre du revendicatif, mais du curatif aussi, avec qu'elles puissent participer autant que l'OMVS souhaite à le faire. Je salue ici l'action de la presse. Et quand je dis de la presse, je pointe du doigt la nécessité d'une bonne communication pour cela. On vient de le voir, hein. Cette émission est une illustration parfaite de ce que des revendications des populations peuvent aller directement vers ceux qui ont les moyens de les résoudre. L'OMVS ici, l'UICN d'une certaine manière. Il faut donc que cette volet de communication, cette dimension de mettre en direct les revendications des populations avec les préoccupations justement de ces institutions puissent être prises davantage au sérieux. Moi, j'insiste beaucoup sur cela. D'accord. Monsieur Ndiaye. Bon, pour ce volet orpaillage, je remercie votre collègue Tamba. Hein. Il a eu une très bonne initiative parce que quand il a vu les difficultés sur le terrain, c'est avec ses collègues, il a immédiatement organisé une réunion avec ses collègues de la presse. Et à l'issue de la réunion, nous avons été informés qu'ils ont créé une association qu'ils ont dénommée Sauvons la Falémé, qui est une association que l'OMVS considère comme un partenaire stratégique. Parce que la presse nous a beaucoup aidé dans cette mission. Et la mission a eu, comme il a dit, il y a eu beaucoup de répercussions sur le terrain. Et pour anticiper aussi, pour gérer la question de façon durable, nous avons décidé de mener une étude de caractérisation pour voir un peu quel est le problème, parce que c'est un problème complexe. Les populations vivent les difficultés, les populations protègent les orpailleurs, les populations sont parfois les orpailleurs. Et c'est pourquoi nous allons mener cette étude de caractérisation qui est appuyée dans un projet que nous avons avec l'AFD. Cette étude permettra de voir un peu aussi, d'avoir un plan d'action pour voir comment intervenir dans le long terme. Parce que quand on allait sur le terrain, sur certains sites, on n'a trouvé aucun orpailleur. Les populations étaient informées que le gouverneur, le commissaire de l'OMVS, avec sa délégation, avec la gendarmerie et autres, seraient sur le terrain. Nous avons trouvé les sites vides. Ça montre le niveau de complicité des populations qui vivent pourtant les difficultés de l'orpaillage. Mais il faut comprendre que aussi c'est le contexte économique qui explique parfois certains comportements. Et nous pensons que le dispositif de veille dont il parle viendra dans le plan d'action de cette étude. Mais le haut-commissaire aussi, je l'ai entendu insister sur la répression. Bon, la répression, elle ne peut pas être évitée. Parce que quand une pratique est illégale, elle est interdite, les populations doivent respecter les lois de nos pays. Et le problème qu'on avait sur la Falémé, pourquoi il faut même diffuser ces textes? Pourquoi il faut que les populations sachent que le fleuve est un fleuve international? Sur le terrain, on nous a fait comprendre que quand, par exemple, la gendarmerie du Mali ou du Sénégal vient pour saisir le matériel des orpailleurs, ils vont de l'autre côté de la rive du fleuve. Le fleuve n'a pas de frontières, normalement. C'est un fleuve international. Mais quand la gendarmerie, par exemple, du Sénégal poursuit des orpailleurs maliens ou la gendarmerie malienne poursuit des orpailleurs sénégalais, ils vont de l'autre côté pour dire on n'est plus dans votre pays. Et les forces de défense et de sécurité reculent parce que ce sont des forces qui respectent la loi, mais qui ne comprennent pas qu'elles peuvent intervenir de l'autre côté parce que le fleuve est un fleuve international. Et les orpailleurs l'ont longtemps utilisé avec leur matériel. Dès qu'ils aperçoivent des forces de défense et de sécurité, ils se mettent de l'autre côté pour dire on est dans un autre territoire, vous ne pouvez pas saisir notre matériel. Ensuite, ce sont des populations qui sont riveraines, qui sont les mêmes familles parfois, les mêmes peuples. Il y a une solidarité. Donc, même pour les forces de défense et de sécurité, leur intervention est assez difficile. Parce que vous intervenez dans un milieu où tout le monde est parent de l'autre. Les gens aident leurs compatriotes, aident leurs parents, aident leurs voisins, parfois à échapper au contrôle de ces forces de défense et de sécurité qui, permettez-moi de le dire, de saluer leur effort. Ils font un excellent travail sur le terrain. Mais c'est un travail qui
on ne peut pas mettre toujours la gendarmerie sur les sites 24 heures sur 24. Il faut que les populations nous aident aussi à régler ce problème de l'orpaillage. D'accord. Amadou Lamine Ndiaye, directeur de l'environnement et du développement durable de l'OMVS. C'est la fin de cette émission. Peut-être vous laissez 30 secondes pour dire au revoir aux auditeurs. Oui, au revoir pour dire que nous avons concentré l'émission sur le problème, l'un des problèmes les plus importants, mais n'oublions pas aussi que le bassin, c'est le Haut-Bassin, la partie guinéenne, d'où viennent les principaux affluents du fleuve Sénégal. Nous avons aujourd'hui un grand problème, la dégradation des têtes de source. Une dégradation qui est telle que l'Union africaine avait créé une structure transférée aujourd'hui à l'OIA, et l'OMVS est en train de mener des études de faisabilité pour mettre en place un observatoire de l'environnement des massifs du Fouta-Jalon, parce que sans ces massifs, le fleuve n'existe pas. Et nous demandons aussi aux populations de nous aider à sauvegarder cet environnement, parce que nous sommes là pour les servir, et il faut que ces populations sachent que l'environnement du fleuve, c'est leur milieu de vie, et le fleuve, c'est aussi la source de vie de toutes ces populations de l'espace OMVS. L'OMVS est à leur disposition, et pour les maire qui intervenait après l'émission, je prendrai contact avec lui pour qu'on continue le travail. Inch'Allah. Merci beaucoup. Racine Kane, ancien chef de mission de l'UICN environnementaliste, le mot de la fin. Merci beaucoup, Issa. J'ai toujours cru qu'il fallait un lien pour pouvoir faire en sorte que l'ensemble des acteurs qui sont tous interpellés par les questions environnementales puissent bâtir, n'est-ce pas, cette synergie qui est essentielle à leur action. Et je pense que la communication que vous représentez ici et ce lien-là, je voudrais vous féliciter pour cette émission, vous remercier de nous avoir donné l'opportunité d'en parler et me réjouir des retours que j'ai et qui montrent que tout le monde a cette même préoccupation. Et dès l'instant que cette préoccupation est partagée, et il est clair que la recherche de solutions doit l'être également pour que l'on puisse aboutir à quelque chose qui soit durable et pérenne. En tout cas, pour ce qui me concerne, en tant que quelqu'un qui a servi pendant beaucoup d'années dans l'environnement, je reste plus que jamais alerte et disponible dans ce secteur-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, et c'est la fin de cette émission Nouvelles du fleuve Sénégal. Rendez-vous samedi prochain.